Salut les amis. Ce soir nous nous glissons hors du temps. Pas vers un palais ou une grande bataille, mais dans l'air froid et humide d'une hutte d'une seule pièce, dans la France féodale. Vous pouvez sentir la fumée de bois dans le chaume, l'âcreté des corps non lavés et l'odeur terreuse du sol battu. Dehors, le vent est une plainte sourde. À l'intérieur, quelqu'un respire fort. C'est ici que votre nouvelle vie commence. Et soyons francs, vous n'allez probablement pas y survivre. L'accouchement médiéval est, au mieux, un jeu de pile ou face, tant pour vous que pour votre mère. Alors, avant de vous mettre à l'aise, prenez un moment pour liker la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. C'est toujours fascinant de voir d'où nous nous endormons tous. Maintenant, baissez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour ce doux bourdonnement de fond et laissons-nous glisser ensemble dans le voyage de ce soir. La première chose que vous enregistrez n'est pas la vue, mais la sensation. Un froid soudain, choquant. Une main rugueuse, pas douce, vous frotte avec un morceau de lin grossier, trempé dans une eau tiède, légèrement trop salée. Vous haletez, et ce premier cri est mince et faible dans l'air enfumé. Vous êtes dans une chaumière, une cabane de paysans. Les murs sont entorchis, ce qui est juste une façon élégante de dire de la boue et des bâtons. La pièce unique est partagée par toute votre famille, et, les nuits les plus froides, probablement par la chèvre la plus précieuse. L'ambiance est rustique, chic, rencontre enclose à bétail. Il n'y a pas de cheminée, juste un trou dans le toit. Et une brume constante et piquante, provenant du foyer central, stagne dans l'air. Votre mère est allongée sur une paillasse basse, le visage pâle de sueur. Elle vient de faire la chose la plus dangereuse qu'une femme de son monde puisse faire. À côté d'elle, une femme plus âgée, la sage-femme du village, vous enveloppe dans des bandes de tissu. C'est l'emmaillotage. C'est censé vous garder au chaud et assurer que vos membres poussent droit, mais cela ressemble plus à une camisole de force intégrale. Cette sage-femme est une figure d'une importance immense, bien que légèrement crainte. Elle détient la connaissance du village en matière d'herbe, de prière et d'accouchement. Les historiens débattent encore pour savoir si ces femmes étaient des vestiges d'anciennes traditions pré-chrétiennes ou simplement des expertes pragmatiques. Pour vous, c'est juste la dame qui sent les herbes séchées. Et est-ce que c'est de la bière? Oui, elle a peut-être donné à votre mère une bière forte aux herbes pour atténuer la douleur, ou peut-être qu'elle en a juste pris une gorgée elle-même. C'est un travail difficile. Pendant qu'elle travaille, elle marmonne peut-être une formule magique ou une prière. Elle a peut-être même une ceinture d'accouchement, un rouleau de parchemin sur lequel sont inscrits des noms de saints, ou, si elle est particulièrement marginale, d'étranges symboles. Un fait insolite de l'époque est la croyance dans le pouvoir de pierres spécifiques. Le jaspe était très populaire, censé faciliter le travail et protéger le nouveau-né. Vous, cependant, vous n'avez droit qu'au tissu et à une prière rapide. Votre père est là. Il se penche, son visage obscurci par la faible lueur d'une unique chandelle de suif. Il vous observe. Il voit une fille. Et dans ce monde, c'est un fait très spécifique, très lourd de conséquences. Il hoche la tête, peut-être un peu déçu. Il avait besoin d'un autre fils pour la corvée, le travail forcé qu'il doit au Seigneur. Une autre paire de bras pour la lourde charrue. Au lieu de cela, il a eu... Eh bien, vous. Une future fileuse de laine, une porteuse d'eau, une glaneuse des champs. Ce n'est pas que vous soyez inutile, mais votre valeur est calculée différemment. Vous ne le savez pas, mais votre naissance a déjà été notée. Pas dans un livre de souvenirs tendres, mais dans le registre du Seigneur. Vous êtes, dès ce premier souffle, une serve. C'est le fait central et incontournable de votre existence. Vous n'êtes pas une esclave marchandise, ce qui signifie que vous ne pouvez pas être vendu sur un marché comme un cheval, séparé de votre famille et expédié à travers le pays.
C'est une maigre consolation, je suppose. Non, votre statut est plus bureaucratique. Vous êtes glebae ascripti. Vous êtes lié, légalement et pour toujours, à la glèbe. Vous ne vous appartenez pas. Vous n'appartenez pas à votre père. Vous appartenez au fief, le domaine. Et le domaine appartient à votre seigneur. Vous êtes un composant, un très petit rouage, très remplaçable, dans une vaste machine conçue pour produire une seule chose, un surplus agricole pour un homme dans un château où vous n'entrerez probablement jamais. Votre vie entière se déroulera dans un rayon de peut-être 8, peut-être 15 kilomètres. Le village d'à côté est à toutes fins utiles, un pays étranger. Vous marcherez sur les mêmes sentiers boueux, verrez les mêmes arbres rabougris et sentirez le même vent mordant, année après année. Mais pour l'instant, tout ce que vous connaissez, ce sont les langes, la fumée et le son de la respiration épuisée de votre mère. La sage-femme vous tend, votre mère, son devoir accompli, vous serre contre elle, sous la couverture de laine rugueuse. Elle sent l'humidité, la sueur et quelque chose de légèrement aigre. C'est le premier foyer que vous connaîtrez jamais. Vous avez chaud, pour l'instant. Vous êtes nourri, pour l'instant. Vous avez survécu aux 5 premières minutes. Félicitations, c'était le premier obstacle, et il était de taille. Vous fermez les yeux, parfaitement inconsciente des chaînes légales et sociales qui ont déjà, invisiblement, été enroulées autour de vous en même temps que les langes. Vous n'êtes pas une personne. Vous êtes un actif, et le chemin de votre vie est déjà tracé, aussi rigide et inflexible que la boue gelée à l'extérieur de votre porte. Les années passent, mais le mot « année » n'a pas le même sens pour vous. Le temps ne se mesure pas en anniversaire ou en fête, mais en hiver survécu. Vous avez maintenant peut-être 5, 6 ans. L'âge est une notion floue. Vous êtes en vie, vous marchez, et votre essai gratuit d'enfance vient d'expirer. Il est temps de commencer votre carrière. Votre monde est toujours cette pièce unique, mais vous la quittez maintenant tous les jours. Vos pieds sont nus. Les chaussures, ou même des sabots de bois, sont un luxe pour les adultes qui travaillent dur. Et encore. Vous sentez la boue gelée du printemps et la poussière chaude de l'été entre vos orteils. Votre garde-robe est simple, une seule tunique de laine grossière, non teinte. Elle gratte toujours. Vous n'avez jamais connu la sensation du coton doux. Votre premier travail officiel vous est confié. Votre mère vous met un bâton dans la main et vous désigne le petit lopin de terre derrière la hutte. Le jardin potager. C'est votre nouveau poste. Vous êtes l'épouvantail en chef. Votre travail consiste à rester assise là, du lever au coucher du soleil, et à chasser les oiseaux qui osent s'approcher des précieux semis de choux, de poireaux et de fèves. Cela peut sembler être un petit boulot, mais c'est une responsabilité écrasante. Ce jardin est ce qui fait la différence entre la simple faim et la famine absolue. Le grain des champs appartient au Seigneur, mais ces légumes sont à vous. Votre concentration d'enfant de 6 ans est la seule ligne de défense. Vous chantez, vous criez, vous agitez votre bâton. C'est votre premier avant-goût de la joie de la responsabilité des adultes. Lorsque vous maîtrisez l'art d'effrayer les corbeaux, vous obtenez une promotion. Vous êtes désormais autorisé à rejoindre les autres enfants du village pour le glanage. C'est le droit, après que les moissonneurs du Seigneur ont terminé, de parcourir les champs et de ramasser les épis de blé individuels qui sont tombés. C'est un travail éreintant, courbé en deux pendant des heures, vos petits doigts cherchant dans le chaume pour une maigre poignée de grains. Mais cette poignée, multipliée par tous les enfants du village, peut signifier quelques miches de pain supplémentaires pendant l'hiver. Plus important encore, il y a la corvée de bois. Vous vous enfoncez dans les bois communaux avec votre mère et les autres femmes, pas trop loin, cependant. La forêt est un lieu de contes de fées, et pas les gentils. C'est là que vivent le loup-garou et les esprits. Mais le vrai danger, ce sont les hommes. Ou simplement de se perdre. Vous apprenez à casser les branches mortes et à les lier en un fagot presque aussi grand que vous. Vous le traînez ensuite sur des kilomètres jusqu'à la hutte. Le fait historique dominant de votre vie
et que le travail des enfants n'est pas une exception, c'est la norme absolue. Vous n'êtes pas un enfant, dans notre sens du terme. Vous êtes un petit adulte. Les historiens débattent encore pour savoir si le concept même d'enfance, en tant que phase protégée et innocente, existait même avant l'ère moderne. Pour vous, la réponse est simple. Non. L'innocence est un luxe que la ferme ne peut pas se permettre. Votre valeur est mesurée par votre contribution. Pouvez-vous porter de l'eau depuis le puits? Le seau est en bois, cerclé de fer, et il est incroyablement lourd. Vos épaules brûlent, l'eau se renverse et gèle sur vos jambes en hiver. Mais vous le faites. À l'intérieur, votre éducation se poursuit. Vous vous asseyez au pied de votre mère, près du feu. Elle vous apprend à carder la laine. Elle vous tend des touffes de toison brutes, encore grasses et pleines de ronces, et d'autres choses. Ça sent le suin, cette odeur âcre de mouton. Vous tirez les fibres entre deux petites planches de bois munies de dents de fer. C'est fastidieux, et les dents vous égratignent les doigts. Mais c'est une compétence vitale. Cette laine deviendra le fil qui deviendra le tissu qui vous empêchera de mourir de froid l'hiver prochain. Votre monde est sensoriel. L'odeur omniprésente de la fumée de bois qui s'accroche à tout. Le goût de votre alimentation. La bouillie. C'est un porridge d'avoine ou d'orge, parfois agrémenté d'un oignon si la récolte a été bonne. Et puis, il y a le plat principal, qui cuit, en permanence. C'est la marmite perpétuelle, le pot-au-feu. C'est un fait de la vie médiévale, une petite information insolite. Une grande marmite est suspendue au-dessus du feu et ne cesse jamais de mijoter. On y ajoute tout ce qu'on trouve. Un vieux morceau de lard, des racines de la forêt, les restes de choux, de l'eau. C'est le meal prep originel, une soupe qui dure des semaines. Pratique, mais le goût doit être intéressant après 3 mois. Disons que c'est une expérience culinaire vintage. Avez-vous des jouets, des moments de jeu? C'est une chose que les archéologues découvrent parfois, de petits objets qui n'ont manifestement aucune utilité pratique. Vous avez peut-être un trésor, un caillou lisse et blanc, ou une poupée rudimentaire que votre père a fabriquée pour vous, un simple morceau de bois avec un bout de chiffon noué autour. Vous la gardez cachée dans une fente du mur de Torchis. Ces moments de jeu sont rares. Ils se déroulent dans les interstices du travail. Vous apprenez votre place dans la hiérarchie. Votre père mange le premier et le plus. Ensuite, vos frères aînés. Puis votre mère. Et enfin vous et les plus petits. Vous apprenez à être silencieuse, à être obéissante et par-dessus tout, à être utile. Parce que vous n'êtes pas seulement la fille de votre père. Vous êtes la propriété du Seigneur. Votre travail, votre temps, votre énergie, tout cela est déjà comptabilisé. Vous êtes un actif qui commence tout juste à prendre de la valeur. Et le Seigneur, ou plutôt son intendant, s'attend à un retour sur son investissement. Votre enfance n'est qu'un apprentissage pour une vie de servitude. À mesure que vous grandissez, vos tâches aussi. Vous avez maintenant 10, peut-être 11 ans. Vous avez été promue de chasseuse d'oiseaux à assistante de terrain à temps plein. Vous rejoignez votre père et vos frères aînés pour la corvée. C'est le grand classique du féodalisme. C'est le travail que vous devez au Seigneur, gratuitement, sur ces terres, avant même de pouvoir vous occuper des vôtres. Vous passez des journées entières à désherber ses champs de blé, à réparer ses clôtures ou à curer le fossé de son château. C'est un travail éreintant et, bien sûr, non rémunéré. C'est le stage obligatoire, originel, sauf qu'il dure toute votre vie et que vous n'apprenez rien d'utile, à part peut-être 1000 façons de détester une clôture. Vous commencez à comprendre la structure du pouvoir. Le Seigneur est une abstraction, un nom redouté. Mais l'intendant, ou le prévôt, c'est lui le vrai patron. C'est l'homme qui se promène à cheval, qui note qui est paresseux, qui perçoit les taxes. Et c'est par lui que vous apprenez la leçon la plus importante de votre vie. Un jour, le vieux Henri, votre voisin de hutte, meurt. Il était vieux, peut-être 45 ans, ce qui est un âge canonique ici. Vous le connaissiez comme l'homme qui toussait tout le temps, mais qui savait tailler les meilleurs manches d'outils,
Ses 2 fils, qui ont déménagé il y a des années dans le village voisin, un voyage qui leur a coûté une lourde taxe, mais nous y reviendrons, reviennent pour l'enterrement, après que le prêtre a marmonné les mots latins, que personne ne comprend, sur la tombe anonyme. Les fils se dirigent vers la hutte de leur père. Ils veulent récupérer ses biens, sa hache la plus précieuse, sa petite enclume de réparation et la chèvre. Ce n'est pas grand-chose, mais pour eux, c'est un héritage. C'est alors que l'intendant arrive, flanqué de 2 gardes. Il secoue la tête. Il déclare que le vieux Henri était un homme de main morte. C'est un mot que vous n'aviez jamais vraiment compris. Maintenant, vous allez voir sa signification en action. La main morte, littéralement la main morte, est un fait juridique central de votre existence. Elle signifie que, puisque vous appartenez à la terre, vous ne pouvez rien transmettre à vos héritiers sans la permission explicite du Seigneur. Plus précisément, si vos héritiers, comme les fils d'Henri, n'habitent pas avec vous au moment de votre mort, ils sont considérés comme des étrangers. Ils n'ont droit à rien. L'héritage entier retourne au Seigneur. Vous regardez, médusé, l'intendant entrer dans la hutte et en ressortir avec la hache et l'enclume. Il prend aussi la chèvre. C'est ce qu'on appelle le droit au meilleur catel. Le Seigneur prend le meilleur, bien mobilier. Les fils d'Henri protestent. Ils crient, ils supplient. L'intendant leur rappelle simplement la loi. Ils ont abandonné la terre. Leurs droits sont morts avec la main de leur père. Vous rentrez chez vous, le cœur battant. Vous demandez à votre mère ce qui s'est passé. Elle vous explique avec une patience résignée. Nous sommes des gens de corps. Nous appartenons à la glèbe. Si tu meurs ici, ce que tu as. Si tu as quelque chose, reviens au Seigneur. Pas à ta sœur si elle vit de l'autre côté de la rivière. Les historiens débattent encore pour savoir si la main morte était une règle appliquée avec une rigueur absolue, ou si c'était surtout un outil de négociation, un moyen pour le Seigneur d'extorquer un paiement en espèces, un rachat aux héritiers, mais pour les fils d'Henri, qui repartent les mains vides et le visage défait, la théorie n'a aucune importance. C'est un vol légal. Vous commencez à comprendre. Votre vie n'est pas un parcours, c'est un bail. Et les conditions de ce bail sont terribles. Vous regardez votre propre trésor. Souvenez-vous de cette petite poupée de bois cachée dans le mur. Vous réalisez que si vous mouriez demain, l'intendant pourrait légalement la prendre. Bon, il ne le ferait probablement pas. Il chercherait quelque chose de plus utile, comme votre seule paire de chaussures, si vous en aviez. C'est un peu décevant. Vous n'avez même pas un meilleur catel digne d'être volé. Et cela mène à une autre réalisation. Si vous ne pouvez rien posséder, et si vous ne pouvez pas partir, que pouvez-vous faire? L'idée de partir est une fantaisie. Où iriez-vous? Dans la forêt, pour vivre avec les loups-garous. Si vous vous présentez dans le village voisin, leur seigneur vous arrêtera comme un cerf fugitif et vous renverra, probablement après vous avoir mis au pilori pour l'exemple. Il n'y a pas de marché de l'emploi pour les cerfs. Une petite information insolite de votre servitude est le cheuvage. C'est une petite taxe annuelle que vous devez payer, non pas en argent, mais peut-être avec quelques œufs, ou un petit poulet. Ce n'est pas pour sa valeur économique, mais comme un rappel symbolique et humiliant de votre statut. C'est un peu comme un reçu annuel qui dit « Félicitations, vous avez payé votre abonnement, je suis toujours un serf. Continuez votre bon travail. Vous n'êtes pas une personne qui possède des choses. Vous êtes une chose qui est possédée. Votre corps, votre travail, et même les quelques objets que vous pensez être vôtres, ne sont qu'un prêt de la terre. Et la terre, ou plutôt le Seigneur qui la possède, récupère toujours son dû. C'est le système. Il n'y a pas de barreaux visibles, pas de mur de prison. La cage est faite de coutumes, de lois et de la boue omniprésente de votre village. Section 4. Vous avez maintenant 14, peut-être 15 ans. C'est ce qu'ils appellent l'âge nubile. Mais ne vous attendez pas à des papillons dans le ventre ou à des balles. La romance, telle que vous la concevez, n'existe pas dans votre monde. Elle n'a pas sa place, un peu comme l'hygiène dentaire. Vous avez peut-être échangé un regard avec un garçon lors de la fête des vendanges. Mais c'est à peu près tout le flirt que vous connaîtrez. Votre avenir n'est pas une question de qui vous allez choisir, mais de quand votre père va vous attribuer.
Votre père, Étienne, commence à avoir des conversations. Pas avec vous, bien sûr, avec d'autres hommes. Il y a un homme dans le village voisin, un veuf nommé Gérard. Son épouse est morte l'hiver dernier, probablement de cette toux qui n'en finit pas, ou peut-être en couche, comme nous le verrons. Il a 2 jeunes enfants qui ont besoin d'une mère. Et plus important encore, il a besoin de quelqu'un pour gérer sa hutte, traire sa chèvre et filer sa laine. Il ne cherche pas une âme sœur, il publie une offre d'emploi. La négociation commence. Votre père rencontre le père de Gérard. Il ne parle pas de vos beaux yeux ou de votre esprit vif. Il parle d'actifs. Votre père peut-il offrir un nouveau pot de cuisson en fer? Gérard peut-il offrir la promesse d'un cochon au printemps? C'est le Tinder médiéval, mais pour les biens de la ferme. Mais il y a un problème, un énorme problème. Gérard vit dans le village voisin. Ce village n'est qu'à 8 kilomètres, mais il pourrait tout aussi bien être sur la Lune. Il appartient à un autre seigneur. Et vous, souvenez-vous, vous êtes Glébae Ascripti. Vous êtes la propriété de votre seigneur actuel. Vous êtes un atout précieux, non pas pour qui vous êtes, mais pour ce que vous pouvez produire. Spécifiquement, plus de serres. Si vous épousez Gérard, vous vivrez sur les terres de son seigneur. Vos enfants, vos futurs enfants, appartiendront à cet autre seigneur. Votre maître est sur le point de perdre une travailleuse et une génération entière de futurs travailleurs. Il n'est pas content. Il subit une perte financière. C'est là que vous rencontrez votre prochain obstacle légal, le fort mariage. C'est le fait historique central de votre mariage. Le fort mariage, ou foris maritagium en latin chic, est une taxe. C'est une amende, une redevance exorbitante que votre père, ou le père de votre futur époux, doit payer à votre seigneur pour le droit de vous laisser partir. C'est un dédommagement pour la perte de votre utérus, de vos mains et de la future lignée de serfs que vous représentez. Votre père et le père de Gérard doivent donc se présenter. Chapeau bas, devant l'intendant. Ils plaident leur cause. L'intendant sort son registre. Il calcule. La taxe est fixée. C'est une somme écrasante. Peut-être un solidus d'argent, ce qui représente des mois de travail. Ou peut-être le meilleur bœuf de votre père. C'est une transaction qui peut plonger une famille dans la misère pour une année entière. Les historiens débattent encore pour savoir si le fort mariage était principalement un outil économique, une simple compensation pour un actif perdu, ou un outil de contrôle social, une politique délibérée pour forcer les serfs à se marier à l'intérieur du fief, gardant ainsi la main-d'œuvre stable et la population captive. Pour vous, c'est juste la plus grosse facture que vous ayez jamais vue, et elle concerne votre propre transfert. Parfois, la taxe est si élevée que le mariage est tout simplement impossible. Vous resteriez alors chez votre père, peut-être pour toujours, ou vous seriez marié à quelqu'un de votre propre village que vous méprisez. Le Seigneur préfère cela. Il aime garder ses actifs bien rangés. Mais disons que Gérard a vraiment besoin d'une femme et que son père accepte de payer la taxe. L'argent change de main. Enfin, le bœuf change de pré. L'affaire est conclue. Et votre mariage? C'est là que les choses deviennent vraiment romantiques. Oubliez la robe blanche, les fleurs et la fête qui dure toute la nuit. Voici une petite information insolite sur les mariages paysans. Ils étaient souvent incroyablement informels. Pendant une grande partie du Moyen-Âge, tout ce dont vous aviez besoin était le consentement mutuel, échangé au présent. Vous pouviez vous tenir devant la porte de l'église, pas à l'intérieur, c'était pour les nobles. Vous prendre la main et dire « Je te prends, Gérard, comme époux ». Et il disait « Je te prends, Aveline, comme épouse ». Boum. Vous étiez mariés aux yeux de Dieu. L'Église n'a commencé à exiger la présence d'un prêtre et des témoins, les bancs, que bien plus tard, en partie parce que trop de gens prétendaient qu'il n'avait jamais dit ça, créant un chaos juridique. Votre mariage a donc lieu un mardi après-midi pluvieux. Vous, votre père, Gérard et le prêtre. Le prêtre marmonne du latin. Vous ne comprenez toujours rien. Gérard vous prend la main. Sa main est calleuse et sent la terre. Il vous regarde à peine. Il a l'air fatigué. Il a probablement votre âge. 30 ans. Félicitations. Vous êtes maintenant femme couverte. Il n'y a pas de lune de miel. Votre fête consiste à ce que votre mère vous donne le pot de cuisson que votre père a promis,
et peut-être une petite cuillère en bois qu'elle a gardée pour vous. C'est votre dot. C'est tout ce que vous possédez au monde. Et dans une seconde, ce ne sera même plus à vous. Vous prenez votre baluchon, qui contient votre tunique de rechange, et vous suivez votre nouveau mari. Vous marchez les 8 kilomètres jusqu'à votre nouvelle maison. C'est le voyage le plus long de votre vie. Vous quittez la hutte où vous êtes né, la seule terre que vous ayez jamais connue. Vous regardez en arrière, une dernière fois. Vous arrivez dans la hutte de Gérard. Elle ressemble exactement à celle de votre père. Même odeur de fumée, même sol en terre battue. 2 petits enfants vous regardent depuis un coin sombre. Les yeux méfiants. Votre lune de miel commence. Il vous montre où se trouve le puits et vous dit que le toit fuit près du foyer. L'amour n'est pas mort. Il n'est juste jamais né. Vous entrez dans la hutte de Gérard. Elle sent comme celle de votre père, mais différemment. La fumée est plus âcre. Les 2 enfants, une petite fille d'environ 4 ans et un garçon d'environ 6, vous vous souvenez de cet âge, vous dévisagent depuis le coin le plus sombre. Leurs visages sont sales et leurs regards sont hostiles. Ils ne voient pas une nouvelle mère. Ils voient une étrangère qui va manger leur part de bouillie. Gérard grogne un mot. Il désigne le foyer. Le feu est presque mort. « Le feu !» dit-il. « C'est votre première instruction en tant qu'épouse. Votre lune de miel est officiellement terminée. » Vous posez votre baluchon, qui contient votre pot et votre cuillère, et vous vous mettez au travail. Vous ranimez les braises, ajoutez du petit bois que vous devez trouver à l'extérieur dans le crépuscule glacial. Vous trouvez le seau à eau. Il est vide. Vous allez au puits du village. Le puits est le centre social des femmes. C'est le bureau médiéval. Les autres femmes vous regardent. Elles vous jaugent. La nouvelle, la femme de Gérard. Elle chuchote. Vous puisez votre eau en silence. Le seau est lourd, comme celui de votre enfance, et vous le ramenez, les épaules déjà endolories. Vous trouvez le sac d'avoine. Vous préparez la bouillie pour le soir. Vous trouvez le reste du pot-au-feu d'hier, qui, sans surprise, ressemble exactement au pot-au-feu de votre mère. Vous ajoutez de l'eau et quelques herbes. Vous servez Gérard en premier. Il mange en silence, rapidement, comme un animal qui craint qu'on ne lui vole sa nourriture. Ensuite, vous donnez aux enfants. Ils arrachent le bol de vos mains. Enfin, vous mangez ce qui reste. Bienvenue dans votre nouvelle vie. C'est exactement comme l'ancienne, mais avec un nouveau patron et 2 petits employés hostiles. Et maintenant, le fait juridique le plus important de votre nouvelle vie s'abat sur vous. C'est le concept de couverture. En vous mariant, vous êtes légalement devenue une femme couverte. Cela signifie que vous n'existez plus en tant qu'entité légale distincte. Votre identité a été complètement absorbée par celle de votre mari. Vous êtes sous sa couverture, sous sa protection. En réalité, vous êtes sous sa domination. Ce pot en fer que votre mère vous a donné, ce précieux cadeau, il appartient désormais légalement à Gérard. Cette cuillère en bois, c'est à Gérard. Si votre père vous avait secrètement donné une pièce d'argent, elle appartiendrait à Gérard à l'instant où votre main toucherait la sienne. Vous ne pouvez rien posséder. Vous ne pouvez pas signer de contrat. Vous ne pouvez pas vendre la chèvre, en supposant qu'il en ait une. Vous ne pouvez pas acheter un poulet au marché sans sa permission. Vous ne pouvez pas intenter un procès. Et, de manière cruciale, vous ne pouvez pas témoigner en justice contre lui. Vous et lui, aux yeux de la loi, êtes une seule personne. Et cette personne, c'est lui. C'est la fusion-acquisition la plus hostile de l'histoire. Les historiens débattent encore pour savoir jusqu'à quel point cette couverture légale était appliquée dans la vie quotidienne du village. La loi écrite, comme les coutumes, était rigide, mais la pratique villageoise était peut-être plus souple. Les archives des manoirs, les tribunaux locaux, montrent parfois des femmes, en particulier des veuves, ou des femmes dont les maris étaient absents, gérer des affaires, brasser et vendre de la bière, une activité féminine très courante, ou vendre des œufs et du fromage au marché local. Ces petites entreprises féminines étaient-elles tolérées parce qu'elles rapportaient de l'argent au mari, ou les femmes conservaient-elles une sphère d'autonomie économique informelle? Le débat reste ouvert. Pour vous, cependant, la théorie importe peu.
Votre sphère de pouvoir est la hutte. Vous êtes la directrice des opérations domestiques, et c'est un travail colossal. Vous vous levez 1 heure avant l'aube, dans le froid mordant. Vous rallumez le feu. Vous sortez traire la chèvre. Il y en a une. Dieu merci. Vous préparez la bouillie du matin. Ensuite, vous réveillez Gérard et les enfants. Puis votre journée se divise. Vous devez non seulement accomplir la corvée pour le seigneur de Gérard, travailler dans ses champs, désherber ses vignes, mais vous devez aussi gérer l'intégralité de votre propre foyer. Pendant que vous travaillez au champ, vous gardez un œil sur les enfants qui sont censés vous aider. Chasser les oiseaux. Vous vous souvenez ? À midi, vous avez une pause pour manger un morceau de pain noir rassis et un oignon. L'après-midi, vous rentrez avant les hommes. Vous devez chercher du bois pour le feu du soir. Vous devez puiser de l'eau, encore. Vous devez nourrir les poules. Vous devez travailler dans votre propre jardin potager. Et puis, il y a le combat sans fin. Petite information insolite sur votre nouvelle vie. Votre principal ennemi n'est pas la faim ou le froid. Ce sont les puces, les poux et les punaises de lit. Votre hutte en est infestée. Le sol en terre battue est un paradis pour eux. Vous passez des heures à essayer de garder les choses propres. Mais c'est une bataille perdue. Une technique consiste à répandre des herbes odorantes sur le sol. De la menthe, de la tanésie, de la rue. Elles ne tuent pas les insectes, mais elles couvrent l'odeur de tout le reste. C'est l'ancêtre du fébraise, version médiévale. Le soir, vous devez préparer le repas. Puis vous vous asseyez. Enfin, pour la tâche qui définit votre genre, vous filez. À la lueur vacillante du feu, vous tenez la quenouille et le fuseau. Vous tirez et tordez les fibres de laine, encore et encore. C'est un travail automatique, hypnotique. Vous devez produire des mètres et des mètres de fil pour payer le cens, une autre taxe, ou pour confectionner les tuniques de votre nouvelle famille. Et Gérard, il est assis près du feu, réparant un outil, ou peut-être s'endort-il simplement. Votre relation n'est pas basée sur l'affection. C'est un partenariat de survie. Mais la couverture a un côté encore plus sombre. La loi et la coutume donnent à votre mari le droit de correction. C'est un euphémisme pour dire qu'il a le droit de vous frapper. S'il estime que vous avez été désobéissante ou si la soupe est brûlée, il peut vous corriger. Les lois tentèrent parfois de limiter cela. Raisonnablement, disait-elle. Il ne devait pas utiliser un bâton plus gros que son pouce, ni vous tuer. Une protection légale vraiment réconfortante. Vous apprenez donc rapidement à lire les humeurs de Gérard, à rester silencieuse, à travailler dur. Vous n'êtes plus Aveline, fille d'Étienne. Vous êtes la femme de Gérard. Votre identité est submergée. Vous vous effondrez sur la paillasse à côté de lui, sentant sa sueur et la paille humide, pour vous réveiller dans 4 heures et tout recommencer. Ce nouveau rythme de travail incessant a une conséquence inévitable. Après 1 an ou 2, sous le toit de Gérard, vous remarquez un changement. Vous n'êtes plus seul dans votre propre corps. L'immense fatigue que vous ressentez n'est plus seulement due au travail. Elle est différente. La nausée matinale n'est pas un concept que vous connaissez, mais l'idée de faire face à l'odeur du pot-au-feu qui mijote vous donne la nausée. Vous êtes enceinte. Ce n'est pas un moment de joie. Pas comme nous pourrions l'imaginer. Il n'y a pas d'annonce mignonne. Vous le dites à Gérard. Il hoche la tête. C'est bien. C'est votre devoir. C'est la raison principale pour laquelle il a payé cette taxe de fort mariage. Vous êtes ici pour produire. D'abord, un héritier mâle. Ensuite, de la main-d'œuvre. Pour vous, cependant, ce sentiment est bien plus compliqué. C'est une peur froide et profonde. Votre vie de labeur ne s'arrête pas. Vous êtes enceinte ? Et alors ? La corvée n'attend pas. Vous vous levez toujours avant l'aube. Vous portez toujours le seau d'eau du puits. Il est juste plus lourd. Votre dos vous fait plus mal. Vous travaillez toujours dans les champs, désherbant les terres du Seigneur, le ventre s'arrondissant sous votre tunique de laine grossière. C'est un fait historique fondamental. Les femmes paysannes travaillaient, souvent jusqu'au jour même de l'accouchement. Il n'y a pas de congé maternité au Moyen-Âge. Faire une pause est un luxe aussi inimaginable que de prendre un bain chaud juste pour le plaisir. Vous voyez le fantôme de la première femme de Gérard partout. Elle est morte dans cette hutte. Est-ce là qu'elle est morte ?
Sur cette même paillasse, vous avez vu d'autres femmes au village. Jeanne, la femme du forgeron, morte l'année dernière, laissant 3 orphelins. Agnès, morte le printemps d'avant, le bébé mort avec elle. La mortalité maternelle et infantile est une ombre qui plane sur chaque porte. Survivre à votre propre naissance, vous vous souvenez en section 1, était un miracle. Tenter de donner la vie en est un autre, encore plus grand. Votre anxiété est aggravée par les croyances de l'époque. Vous devez faire attention. La vieille sage-femme, celle qui vous a mis au monde, vous donne des conseils. Ne regardez pas de trop près un lièvre, sinon votre enfant aura un bec de lièvre. Ne laissez pas un mendiant effrayant vous surprendre, sinon l'enfant sera marqué. Cette petite information insolite, la théorie de l'empreinte maternelle, stipule que vos pensées, vos peurs et même vos envies peuvent façonner physiquement le fœtus. C'est une pression psychologique énorme. Vous aviez envie de cerises, mais elles sont hors de saison. Vous avez paniqué en voyant un chien? Oh non. C'est l'ancêtre médiéval de « ne stresse pas », c'est mauvais pour le bébé, mais avec des enjeux bien plus bizarres. Les mois passent. Votre dos est un nœud de douleur constant. Les enfants de Gérard ont appris à vous tolérer, peut-être même une forme de respect craintif, car vous êtes celle qui apporte la nourriture. Mais ils ne sont pas d'un grand soutien. Et puis, le jour arrive. Vous n'êtes pas dans un hôpital stérile. Vous n'avez pas de plan de naissance. Vous êtes probablement en train de nourrir les poules ou de pétrir le pain quand la première contraction vous saisit, une poigne de fer qui vous coupe le souffle. Ou peut-être que c'est au milieu de la nuit, lorsque vos os se rompent et souillent la paillasse. La panique s'installe. Gérard est envoyé chercher la sage-femme. Il a l'air plus agacé qu'inquiet. C'est une interruption de la routine. Vous êtes seul dans la hutte enfumée pendant un moment. La douleur monte. C'est la panique. La sage-femme arrive enfin. Elle sent toujours le moisi, les herbes séchées. Et oui, toujours cette petite touche de bière. C'est votre seule bouée de sauvetage. C'est là que le débat académique entre en jeu. Les historiens débattent encore âprement de la relation entre l'Église et l'accouchement. Cet espace, la chambre de naissance, était un domaine exclusivement féminin. Le prêtre n'était généralement pas le bienvenu, sauf si les choses tournaient vraiment mal, pour les derniers sacrements. L'Église se méfiait de ces rituels féminins, de ces connaissances transmises de mère en fille, les considérant souvent comme de la superstition, voire de la sorcellerie. Mais vous vous fichez de la théologie. Vous avez mal. La sage-femme prend les choses en main. Elle ferme la porte pour bloquer les courants d'air et les mauvais esprits. Elle fait bouillir de l'eau. Non pas pour la stérilisation, personne ne sait ce que c'est, mais pour préparer des infusions. Elle vous donne une tisane d'herbe au goût amer pour, espère-t-elle, accélérer les choses. Elle marmonne ses prières, un mélange de latin d'église et de charme plus ancien. Elle a peut-être cette ceinture d'accouchement dont nous avons parlé, l'enroulant autour de votre ventre. Il n'y a pas d'antidouleur, il n'y a pas de péridurale. Votre seul soulagement est de serrer un morceau de bois entre vos dents, ou la main calleuse de la vieille femme. Les heures s'écoulent, le soleil se couche, la hutte est plongée dans l'obscurité, à l'exception du feu mourant. C'est un travail long, brutal, animal. La sage-femme vous encourage, puis vous réprimande. Poussez, plus fort. Avez-vous péché récemment? Avouez-le, ça sortira plus vite. C'est une technique de motivation, particulière. Mais la croyance qu'un péché non confessé pouvait bloquer l'accouchement était très répandue. Vous essayez de penser. Avez-vous volé un œuf? Avez-vous maudit Gérard sous votre souffle? Vous criez que non, vous n'avez rien fait. Finalement, après une éternité de feu et de douleur, c'est le déchirement, un cri, un nouveau cri, mince et faible, qui se mêle au vôtre. Vous vous effondrez sur la paille souillée. « Un garçon !» dit la sage-femme. « Un garçon. Vous avez réussi. Vous avez fait votre devoir. Vous avez fourni un héritier. Gérard, qui attendait dehors, entre. Il jette un coup d'œil au petit paquet rouge et gluant. Il grogne un mot d'approbation. Vous avez gagné votre place pour un an de plus. Votre prime de performance sera peut-être une cuillerée supplémentaire de bouillie ce soir. Vous êtes épuisé,
Mais le calvaire n'est pas terminé. La sage-femme s'occupe du reste, coupant le cordon avec un couteau ordinaire, essuyé sur sa jupe, et vous massant brutalement le ventre pour expulser le placenta. C'est une partie tout aussi dangereuse, mais vous avez survécu. Vous entrez maintenant dans la période de confinement, les relevailles. Une femme noble pourrait rester au lit pendant 40 jours, se reposant, recevant des visites. Vous avez de la chance si vous obtenez 3 jours. Gérard et ses enfants peuvent se débrouiller pour la bouillie pendant un temps, mais la chèvre doit être traite, le feu doit être entretenu. Le travail reprend presque immédiatement. Votre dernière épreuve de cet épisode, après 40 jours, vous devez subir la cérémonie des relevailles à l'église. C'est une purification, car, aux yeux de l'église, l'acte de donner la vie vous a rendu rituellement impur. Vous avez survécu à une expérience de mort imminente. Vous avez créé une nouvelle vie, et votre récompense est d'être traité comme souillé, jusqu'à ce qu'un prêtre vous réintègre officiellement. Merci pour le service. Maintenant, allez vous faire purifier. Vous tenez votre fils, emmailloté serré. Vous avez réussi. Mais la peur ne vous quitte pas. Vous savez que vous devrez recommencer. Et encore, votre corps n'est pas à vous. Il appartient au fief. Maintenant, respirez à nouveau. Mais cette fois, l'air est différent. Il n'est pas lourd de fumée âcre et de l'odeur de la paille humide. Cet air est plus léger. Il sent la cire d'abeille brûlée, pas le suif. Il sent les herbes séchées, de la lavande et du romarin, qui ont été jetées sur les dalles de pierre pour couvrir d'autres odeurs. Vous venez de naître, mais ce n'est pas dans une chaumière entorchie. Vous êtes né dans une chambre, au cœur d'un château. Les murs sont en pierre froide, mais ils sont couverts de tapisseries épaisses qui bloquent dans les courants d'air. Le son est étouffé. Il n'y a pas de trou dans le toit. Il y a une véritable cheminée, un luxe incroyable. C'est un fait historique majeur, qui aspire la plupart de la fumée. Votre mère n'est pas allongée sur une paillasse. Elle est dans un lit immense, un lit à baldaquin avec des rideaux de velours épais pour l'isoler du monde. Elle n'est pas seule avec une sage-femme qui sent la bière. La pièce est pleine de femmes, des dames de compagnie, des servantes, et une sage-femme, oui, mais celle-ci est bien habillée. Elle a les mains propres. Les historiens débattent encore pour savoir si le médecin de la maison, un homme formé à l'université qui lit des textes latins, aurait été autorisé à entrer. En général, le monde de l'accouchement était strictement féminin. Il attendait probablement dans la pièce voisine, l'air inquiet, prêt à prescrire une saignée ou une potion coûteuse, si les choses tournaient mal. Mais il n'aurait pas posé les mains sur votre mère. Vous poussez votre premier cri. Il est absorbé par les lourds tissus. La sage-femme vous soulève. Vous n'êtes pas essuyé avec un chiffon rugueux. C'est du lin fin. « C'est une fille, » dit-elle. Dans la chaumière, ce fut un moment de légère déception. On avait besoin de bras pour la charrue. Ici, c'est une catastrophe silencieuse. Dans l'antichambre, votre père, le seigneur, le baron, le comte, attendait en faisant les 100 pas. Il entend la nouvelle. Une fille. Il s'arrête. Il serre peut-être les poings. Il ne voulait pas d'une travailleuse. Il voulait un héritier. Un fils pour porter son nom, pour hériter de ses terres, pour diriger ses hommes à la guerre. Au lieu de cela, il a obtenu. Vous. Vous n'êtes pas un actif productif. Vous êtes un passif coûteux. Vous êtes une dot ambulante. Vous êtes un futur outil de négociation, un pion à placer sur l'échiquier politique. Vous êtes une alliance future, ce qui est la façon médiévale de dire un actif commercial à très haut risque et très cher. Félicitations pour votre nouvelle carrière. Vous êtes aussi une propriété, tout comme la serve Aveline. Mais votre cage n'est pas faite de boue et de servitude à la terre. Votre cage est dorée. On vous emmaillote. Pas dans de la laine teinte à l'urine. Vous êtes enveloppé dans du lin doux, peut-être même des bandes de soie. Vous êtes précieuse. Votre sang est précieux. Et vous n'êtes pas remise à votre mère. Votre mère, la châtelaine, a fait son devoir, enfin, presque. Elle n'a pas produit de garçon. Son travail n'est pas de vous élever. Son travail est de guérir aussi vite que possible, de reprendre des forces pour qu'elle puisse retomber enceinte avant la fin de l'année et réessayer de produire cet héritier mâle. Pas de temps à perdre, le destin de la dynastie n'attend pas. Alors, à qui êtes-vous remise ?
Vous êtes remise à votre nourrice. C'est un fait historique central de la vie noble. La nourrice est une autre femme, une femme du peuple. C'est peut-être une femme comme Aveline, notre vous précédente, une serve du village dont le propre bébé est mort la semaine dernière. Elle a du lait, et vous avez besoin de lait. Votre premier lien humain, la première odeur que vous apprenez à connaître, le premier cœur que vous entendez battre contre votre oreille n'est pas celui de votre mère noble, c'est celui d'une paysanne. Vous êtes emmené de la grande chambre à la nurserie. C'est votre monde pour les prochaines années. Votre mère viendra vous voir, peut-être une fois par jour, un rituel formel. Elle vous tapotera la tête. Mais c'est la nourrice qui vous nourrit, vous change et vous chante des chansons. C'est une situation étrange. Vous êtes élevé avec l'affection, ou du moins la présence constante, d'une femme de la classe que vous êtes destiné à gouverner, tout en étant presque une étrangère pour votre propre famille. Votre sécurité est primordiale, mais pour des raisons différentes. Aveline risquait de tomber dans le feu ou d'être piétinée par un bœuf. Vous risquez des choses plus étranges. Voici une petite information insolite. La superstition était tout aussi forte dans le château que dans la hutte. Votre nourrice pourrait bien placer une paire de ciseaux en fer ou un couteau au-dessus de votre berceau. Pourquoi ? Pour éloigner les fées. La croyance au changeling, un enfant de fée laid, laissé à la place d'un beau bébé humain volé, était incroyablement répandue. Et les fées, bien sûr, préféraient les bébés nobles et bien nourris. Le fer était censé les repousser. Aveline n'avait pas à s'inquiéter de ça. Elle était bien trop maigre pour intéresser les fées. Votre vie est déjà planifiée, tout comme la sienne. Aveline est liée à la glèbe. Elle ne peut pas quitter la terre. Vous êtes lié à votre sang. Vous ne pouvez pas échapper à votre lignage. Elle apprendra à chasser les corbeaux. Vous vous souvenez ? Vous apprendrez à vous asseoir sans bouger pendant des heures. Ses mains deviendront calleuses à force de carder la laine. Vos mains resteront douces pour apprendre la broderie. Elle apprendra le silence pour éviter les coups. Vous apprendrez le silence parce que les jeunes filles nobles ne parlent pas sans y être invitées. Ce sont deux formes d'esclavage, deux prisons, l'une sans la terre et la sueur, l'autre sans la cire d'abeille et l'ennui. Vous avez maintenant 7 ans. Votre nourrice, cette femme du peuple qui a été votre seul véritable foyer, vous est retirée. C'est un déchirement soudain et froid, votre première leçon sur le caractère remplaçable des gens. Elle est remplacée par une gouvernante, une dame noble mais pauvre, peut-être la veuve d'un chevalier mineur. Son visage est sévère, et sa tâche n'est pas de vous aimer, mais de vous former. Votre salle de classe est le solarium, une petite pièce privée à l'étage, peut-être la seule du château à avoir une vraie fenêtre en verre, un luxe inouï qui laisse entrer une lumière pâle. C'est ici que votre éducation commence. Et la première chose que vous apprenez, c'est à vous ennuyer. Votre premier professeur est le chapelain du château. Il vous apprend vos prières. Vous apprenez le Pater Noster et l'Ave Maria en latin. Vous ne comprenez pas un traître mot de ce que vous dites. Le latin est le code de Dieu, et votre travail n'est pas de le comprendre, mais de le réciter parfaitement. Vous apprenez à vous asseoir sans bouger, le dos droit, pendant des heures à la messe. Vous apprenez à marcher sans faire de bruit, à faire la révérence, à ne jamais, jamais lever la voix. Votre compétence principale est d'être pieuse, silencieuse et décorative. Mais ensuite vient une division massive entre vous et Aveline. Notre vous serve, souvenez-vous ? Vous apprenez à lire. C'est un fait historique majeur. La lecture n'est pas une compétence universelle, c'est une marque de classe. Votre livre n'est pas un conte de fées, c'est un livre d'heures. C'est un livre de prière personnel. Et il est incroyablement cher. Il est fait de vélin, peau d'animal, et les lettres sont peintes à la main, avec de l'or et des bleus vifs. Vous apprenez à déchiffrer les mots qui correspondent aux prières que vous avez déjà mémorisées. Mais savoir lire ne signifie pas ce que nous pensons. Les historiens débattent encore des véritables taux d'alphabétisation chez les femmes nobles. Certaines lisaient-elles couramment, dévorant des romans de chevalerie, les romances à l'eau de rose de l'époque, ou leur lecture se limitait-elle à reconnaître les prières quotidiennes dans leurs livres d'heures. La plupart des historiens s'accordent à dire que si vous saviez lire, vous ne saviez probablement pas écrire.
L'écriture était une compétence manuelle, un travail de clerc ou de moine. Votre travail était de dicter vos lettres à un scribe. Une fois vos prières terminées, votre vraie éducation féminine commence. On vous met un instrument de musique entre les mains. Pas une trompette bruyante ou un tambour. Quelque chose de convenablement délicat. Peut-être une vielle, une sorte d'ancêtre du violon, ou un psalterion. Une petite harpe qu'on pose sur les genoux. Votre travail consiste à apprendre quelques mélodies tristes. Le but est de pouvoir divertir votre futur mari et ses invités après le dîner. Vous êtes la radio médiévale. Mais vous ne devez pas être trop doué, sinon vous passeriez pour une artiste professionnelle, ce qui serait terriblement vulgaire, juste assez pour être charmante. Ensuite, il y a la broderie. Des heures, des jours, des années. Vos doigts deviennent douloureux. Vous ne raccommodez pas des tuniques comme Aveline. Vous créez des œuvres d'art. Vous travaillez sur d'immenses tapisseries. Ce n'est pas un passe-temps mignon, c'est un travail essentiel. Ces tapisseries sont la principale forme d'isolation des murs froids du château, et elles sont le principal moyen d'afficher la richesse de votre famille. C'est l'équivalent médiéval de « Regardez ma nouvelle voiture de sport ». Vous passez votre jeunesse à broder un lion héraldique ou une scène biblique, point par point. Et le plaisir? Y a-t-il du plaisir? C'est notre petite information insolite. Vous jouez. Mais vous jouez à des jeux appropriés. Vous jouez aux échecs. C'était considéré comme un jeu noble, un jeu de stratégie convenant à votre esprit, contrairement au dé, qui était un jeu de hasard vulgaire. Vous avez aussi des poupées, mais elles sont à l'opposé de la poupée en bois d'Aveline. Les vôtres sont peut-être en cire ou en bois sculpté, avec des tenues miniatures complètes, y compris de minuscules chaussures en cuir. Elles ne servent pas à jouer, mais à vous apprendre comment vous habiller. Mais votre éducation la plus importante commence vers l'âge de 10 ou 12 ans. Votre mère, la châtelaine, vous prend enfin sous son aile. Elle vous emmène dans ses tournées. Et vous réalisez que votre mère n'est pas seulement une dame qui brode. Elle est la directrice des opérations. Elle est le PDG du château. Elle vous confie le symbole de votre futur pouvoir, le châtelain. Ce n'est pas une personne, c'est un objet. C'est un énorme trousseau de clés en fer qui pend à sa ceinture, et il est lourd. Vous apprenez à gérer les dépenses, les celliers et les gardes-manger. Vous apprenez à compter. Vous devez savoir combien de jambon salé il reste, combien de fûts de vin, combien de sel, une denrée incroyablement précieuse. Vous devez superviser les cuisines, les servantes, les blanchisseuses. Vous apprenez à commander le lin, la cire d'abeille pour les bougies, les épices, qui valent leur pesant d'or. Vous apprenez que si vous gérez mal les stocks, le château entier mourra de faim au printemps. C'est une éducation complexe. Vous apprenez la comptabilité, la gestion des ressources humaines et la logistique. Aveline apprend à survivre. Vous apprenez à gérer. Mais ne vous y trompez pas. Toute cette éducation, le latin que vous ne comprenez pas, la musique que vous jouez sans passion, la broderie qui vous abîme les yeux et la gestion qui vous donne mal à la tête, n'est pas pour votre épanouissement personnel. Tout cela n'a qu'un seul but, augmenter votre valeur. Vous êtes un pion, vous êtes un atout. Chaque compétence que vous acquérez est un ajout à votre CV de mariage. Votre père ne vous éduque pas. Il polit son bien le plus précieux avant de le mettre sur le marché. Votre éducation est votre dot invisible. Elle dit à un futur mari, « Elle est pieuse, elle est obéissante, elle ne vous fera pas honte en public et elle saura gérer votre château pour que vous puissiez partir à la guerre sans vous inquiéter. » Vous êtes assise à votre fenêtre, regardant en bas dans la cour. Votre frère, s'il y en a un, est là, en sueur, apprenant à manier l'épée, à monter à cheval, à se battre. Il apprend à agir. Vous apprenez à gérer et à attendre. C'est le destin de votre cage dorée. Vous avez 14 ans. C'est l'âge. Votre formation est terminée. Votre père, le baron, a reçu une offre. Cela n'est pas arrivé par hasard. Des agents, des émissaires, des prêtres et des dames de compagnie ont chuchoté dans les cours d'Europe. C'est comme le recrutement de la NFL, mais pour les filles de 14 ans. Votre père a fait savoir qu'il avait une fille en bonne santé, pieuse, obéissante, qui sait lire, un peu, jouer du psalterion, médiocrement, et surtout, qui n'a pas la marque.
une maladie de peau défigurante, et qui est issue d'une lignée fertile. L'offre vient d'un duc, un vieil homme. Il a peut-être 40 ans, ce qui, pour son époque, est la fin de la partie. Il est veuf, sa dernière femme est morte en couche, bien sûr, et il a désespérément besoin d'un héritier mâle. Il a entendu parler de vous. Vous êtes un bon parti. La négociation commence. Mais ce n'est pas comme celle d'Aveline, la serve, vous vous souvenez, qui se négociait pour un pot de fer et un bœuf. Vous êtes négocié pour des provinces. Votre père et le duc n'échangent pas des lettres. Ils échangent des contrats. Des avocats, ou plutôt des clercs ecclésiastiques instruits, passent des mois à rédiger les termes. C'est là qu'intervient le fait historique central de votre vie. La dot. Pour Aveline, la dot était un pot de cuisson qu'elle apportait à son mari. Pour vous, la dot, ou le maritagium, est une fortune. C'est ce que votre père doit payer au duc pour qu'il vous prenne. Oui, vous avez bien entendu. Il paie un homme riche pour qu'il vous épouse. Pourquoi ? Parce que vous êtes une bouche à nourrir de sang noble et que vous ne produisez rien. Vous êtes un investissement. Votre père paie pour le prestige de l'alliance. Il paie pour que ses petits-fils, il prie pour qu'ils soient des garçons, soient un duc. La dot est colossale. C'est peut-être de l'or, des milliers de livres. C'est peut-être une terre, un comté entier. C'est peut-être une armée de chevaliers, promis pour la prochaine guerre du duc. C'est une transaction commerciale qui pourrait paralyser les finances de votre père pendant une décennie. C'est la plus grosse acquisition d'entreprise de l'année. Mais le contrat a 2 volets. En retour, le duc doit vous promettre un douaire. C'est votre assurance vie. C'est la somme d'argent ou les terres, peut-être un château et ses villages, qui vous reviendront s'il meurt avant vous. C'est votre plan de retraite. Et c'est la seule propriété qu'une femme noble mariée contrôlera jamais. Mais seulement après sa mort. Les avocats se battent sur les chiffres. La dot doit être énorme, mais le douaire doit être juste assez important pour que vous ne mouriez pas de faim en tant que veuve. Les historiens débattent encore pour savoir si la dot a acheté le mari ou si le douaire a acheté l'épouse. C'est un débat de sémantique. Au final, c'était une transaction. Votre valeur était négociée comme celle d'un pur sang. Vous n'êtes pas consulté. Vous ne rencontrez même pas le duc. On vous le décrit peut-être. Il est très pieux, dit votre mère, en évitant votre regard. C'est le code médiéval pour « il est vieux, grincheux, et il sent le fromage ». Le jour est fixé. Vous êtes maintenant le centre d'une activité frénétique. Vous êtes arraché à votre broderie. On vous fait prendre un bain, un vrai, dans une cuve en bois, avec de l'eau chaude, un luxe incroyable. On vous lave les cheveux avec de la lessive à base de cendre, puis on les rince au vin pour les faire briller, et puis on vous habille. C'est là que se niche une petite information insolite. Votre robe de mariée n'est pas blanche. Le blanc virginal est une invention du XIXe siècle. Votre robe est de la couleur la plus chère que votre père puisse s'offrir pour montrer sa richesse. Elle est probablement d'un bleu profond, teint à la guède, le pastel, ou, s'il est incroyablement riche, d'un rouge écarlate, fait à partir de kermès, des insectes broyés. Elle est bordée de fourrure, de l'hermine ou du petit gris. Elle pèse 1 tonne. Elle est raide, serrée. C'est une armure de soie et de fourrure. Vous pouvez à peine respirer. On vous conduit à l'église du château. Vous voyez votre futur mari pour la première fois. Il vous attend sur le parvis, devant la porte de l'église, tout comme Aveline, curieusement. Le sacrement lui-même se déroule à la porte. Il est vieux, plus vieux que votre père. Il a des taches sur la barbe, et il vous regarde comme un fermier inspectant une nouvelle jument. Il ne sourit pas. Le prêtre lit le contrat de mariage à haute voix. C'est un document légal, pas une déclaration d'amour. Il y est question de terre, d'argent et de l'obligation de procréer. Puis, il vous pose la question. Vous marmonnez votre oui, ou plutôt ubi. Vous n'avez pas le choix. Dire non est impensable. Ce serait trahir votre famille, votre lignée, et déclencher une guerre. Vous lui donnez votre main. Il vous passe un anneau au doigt. L'affaire est conclue. Vous entrez ensuite dans l'église pour la messe.
C'est la première fois que vous entrez dans une église en tant que propriété de cet homme. La fête qui suit est ce qui vous différencie vraiment d'Aveline. Il n'y a pas de bouillie ici. C'est un festin qui dure 3 jours. C'est une démonstration obscène de richesse. Il y a des ponts, rôtis et recousus dans leurs plumes pour avoir l'air vivant. Il y a des cygnes, il y a des sangliers entiers, il y a des entremets, des plats de spectacle fous, comme une tour en pâte d'amande ou une fontaine qui crache du vin épicé. C'est bruyant. Les troubadours crient de leurs chansons. Les jongleurs lancent des couteaux. C'est une orgie de nourriture et de bruit. Vous êtes assise à la table d'honneur, à côté de votre nouveau mari, le duc. Vous ne mangez rien. Vous êtes terrifié. Il boit beaucoup. Il ne vous adresse pas la parole. Vous êtes un pion qui vient d'être déplacé sur l'échiquier. Vous avez été échangé, comme un sac d'or. Vous avez quitté la prison dorée de votre père pour entrer dans celle, plus grande, de votre mari. Et vous savez ce qui vous attend ce soir. Votre prochain est plus terrifiant. Devoir. La nuit de noces se passe. N'imaginons pas de romance. N'imaginons pas de tendresse. C'est la partie la plus terrifiante de votre contrat. C'est l'acte physique qui scelle l'accord sur la dot et le douaire. C'est froid, c'est rapide, et c'est votre devoir. C'est la signature finale, apposée non pas avec de l'encre, mais avec votre corps. Vous avez 14 ans, peut-être 15, et vous appartenez à cet homme étrange et âgé. C'est un acte de soumission légale, et c'est tout ce que c'est. Le lendemain matin, vous vous réveillez dans le lit immense aux rideaux de velours. Le duc est déjà levé. Il est probablement déjà en armure, ou en train de planifier une partie de chasse. Il n'est pas du genre à s'attarder pour un petit déjeuner au lit. Il a obtenu ce qu'il voulait. L'alliance, la dot et la possibilité d'un héritier. Il a fait sa part. Maintenant, vous devez faire la vôtre. Et ce n'est pas ce que vous croyez. Quelques jours passent. Le duc part. Il part en guerre, ou en visite sur ses autres terres, ou peut-être juste à un tournoi. Il vous laisse. Vous, sa nouvelle épouse de 15 ans, dans cet immense château de pierre froide. Et c'est là que votre véritable travail commence. Un matin, la mère de votre mari, si elle est encore en vie, ou la gouvernante en chef du château, une femme au visage sévère, vient vous voir après la messe. Elle ne vous apporte pas le petit déjeuner, elle vous apporte le châtelain. Nous avons déjà vu cet objet, vous vous souvenez, votre mère en avait un, mais celui-ci est plus grand. C'est un énorme anneau de fer, lourd, d'où pendent des dizaines de clés en fer forgé, des grandes clés pour les portes du cellier, des clés moyennes pour les coffres à linge et de minuscules clés complexes pour les coffres à épices et la trésorerie. Elle vous le tend, et ce n'est pas un cadeau. C'est une charge. Vous l'attachez à votre ceinture. Le poids vous tire vers le bas. Le son de ces clés qui s'entrechoquent lorsque vous marchez est votre nouveau son. C'est le son du pouvoir. Félicitations, vous êtes la châtelaine, la domina, la maîtresse de maison. C'est un fait historique majeur. Le mariage, pour une femme noble, n'était pas la fin de son éducation. C'était son premier jour de travail. En l'absence de votre mari, ce qui, soyons honnêtes, est la plupart du temps, vous n'êtes pas seulement dans le château. Vous êtes le château. Vous êtes responsable de l'économie. Un mot chic pour dire tout. Vous êtes le PDG, le directeur financier, le chef des ressources humaines et le responsable logistique d'une forteresse militaire abritant des centaines de personnes. Votre journée commence avant l'aube. Messe obligatoire, puis les comptes. Vous vous asseyez avec le sénéchal, l'intendant en chef. Devant vous, des parchemins ou des tablettes de cire. Combien de fûts de vin avons-nous consommé la semaine dernière au banquet de mariage ? Le village de Poncet a-t-il payé sa taxe en poulet ? Nous n'avons plus assez de suif pour les chandelles. C'est de la comptabilité médiévale. C'est fastidieux. Ça sent l'encre de Galles et le vieux parchemin. Et si vous faites une erreur, les soldats de la garnison ne seront pas payés, ou tout le monde mourra de faim en mars. Pas de pression. Ensuite, c'est l'inspection. Votre pouvoir n'est pas abstrait, il est physique. Vous marchez, vos clés tintent, vous descendez dans les cuisines. C'est l'enfer. La chaleur des feux ouverts est étouffante. Des garçons de cuisine,
sale, court partout. L'odeur de la viande qui rôtit se mélange à celle de la sueur et des ordures. Vous n'êtes pas là pour cuisiner. Vous êtes là pour goûter. Vous goûtez le pain. Est-il aigre? Vous vérifiez le lard. Est-il rance? Si la nourriture n'est pas bonne, le moral de la garnison s'effondre. Vous descendez dans les celliers. Il fait froid, sombre, et ça sent le vin renversé et la terre humide. Le bouteiller vous montre les tonneaux. C'est le carburant du château. Vous montez à l'ouvroir, la salle de couture. Vous ne brodez plus de jolies scènes, sauf pour le plaisir. Vous supervisez la production. Vous vérifiez le lin, vous comptez les zones de tissu. Vous vous assurez que les servantes filent assez de laine pour les tuniques d'hiver des soldats. Mais voici la petite information insolite de votre pouvoir. À l'heure du dîner, dans la grande salle, un objet spécial est placé devant votre mari. Quand il est là, ou devant vous, c'est une nef de table. C'est une sculpture élaborée, souvent en forme de bateau, en argent ou en or. Et elle est verrouillée. Vous avez la clé. À l'intérieur, du sel. Et plus important, les épices. Du poivre, des clous de girofle, du safran. Ces choses valent littéralement plus que leur poids en or. Votre travail consiste à en saupoudrer un tout petit peu sur la nourriture du Seigneur. C'est le symbole ultime de la richesse, et vous en êtes la gardienne. Vous êtes la seule personne de confiance pour gérer l'or brun du château. Mais tout ce pouvoir, est-ce vraiment le vôtre? C'est là que les historiens débattent encore. Quelle était la nature réelle du pouvoir de la châtelaine? Était-elle un véritable substitut légal, capable de signer des chartes, de rendre la justice au tribunal du château et de commander la garnison en cas de siège? Ou était-elle simplement une intendante glorifiée, une gouvernante en chef, dont tout le pouvoir s'évaporait à la seconde où le cheval de son mari franchissait le pont-levis? La réponse semble être les deux. Tant qu'il est absent, votre autorité est absolue. Vous gérez les problèmes RH, un petit gag moderne pour vous. La blanchisseuse a été surprise à voler du lin. 2 écuyers se sont battus à coups de couteau à propos d'une partie de dés. C'est vous qui décidez de la punition. Le pilori? Une amende? Vous êtes la loi. Si une armée ennemie se présente, c'est vous qui donnez l'ordre de lever le pont-levis et de verser l'huile bouillante. Mais ce pouvoir n'est jamais possédé. Il est délégué. Vous êtes la lune, et votre mari est le soleil. Vous ne brillez que par sa lumière. Vous ne lui appartenez pas seulement légalement. En tant que femme couverte, votre autorité elle-même est sa propriété. Dès qu'il revient, vous redevenez la dame. Vous retournez à votre broderie. Vous reprenez votre psalterion. Vous vous souvenez? Vous redevenez la jolie décoration pieuse qu'il a épousée. Votre travail consiste à être l'intérimaire parfaite qui gère l'entreprise de main de maître, mais qui doit sourire et céder le bureau du PDG dès que le patron est de retour de son voyage d'affaires. Vous avez le pouvoir sur la vie et la mort de centaines de personnes, mais vous ne vous appartenez toujours pas. Revenons à votre hutte, revenons à la boue, à la fumée et à votre vie de serve. Vous avez survécu à l'accouchement. Vous avez un fils. Vous avez accompli votre devoir. Vous avez payé vos taxes. Vous avez payé la taille, l'impôt foncier, la banalité, la taxe pour utiliser le four et le moulin du Seigneur, et le cens, le loyer en nature. Vous avez payé le fort mariage, vous vous souvenez, pour être ici. Vous avez donné au Seigneur votre travail, votre nourriture, et maintenant, un nouveau cerf pour la prochaine génération. Vous pourriez penser que vous avez tout donné, que vous avez payé en totalité. Mais il y a un autre niveau de propriété, un niveau qui n'est pas économique ou légal, mais physique. Et c'est ici que nous devons aborder le droit le plus infâme, le plus débattu et le plus terrifiant de tous. Nous devons parler du droit du Seigneur, dans les films, dans les opéras, dans les histoires d'horreur que l'on raconte sur l'âge des ténèbres. C'est une image claire et brutale. C'est le jus primae noctis, le droit de la première nuit. Le mythe est le suivant. Le soir de votre mariage, alors que vous et Gérard retournez à votre hutte, l'intendant du Seigneur se présente à votre porte. Il informe Gérard que le Seigneur exercera son droit. Il vous emmène au château. Il a le droit légal de coucher avec vous, la nouvelle épouse.
avant même votre mari. C'est une humiliation totale. C'est la démonstration ultime de propriété. Et c'est presque certainement un mythe. C'est le fait historique central de ce sujet. Les historiens aujourd'hui s'accordent presque universellement à dire qu'il n'existe aucune preuve, aucun texte de loi, aucune charte, aucune coutume qui ait jamais codifié le jus primae noctis en tant que droit, légal et applicable. C'est une idée qui a été largement inventée et popularisée bien plus tard, à l'époque des Lumières et à l'époque romantique, par des écrivains, comme Voltaire, qui voulaient dépeindre le système féodal comme l'incarnation de la barbarie. C'était de la propagande. Alors, vous pouvez pousser un soupir de soulagement ? Le soir de votre mariage avec Gérard était juste, normalement gênant et froid ? Pas si vite. C'est là que nous quittons le mythe pour entrer dans la sombre réalité. La réalité est que le Seigneur n'avait pas besoin d'une loi pour cela. La réalité est bien pire, car elle n'est pas codifiée. Elle est arbitraire. Vous n'aviez pas à craindre une loi. Vous deviez craindre le pouvoir. Vous êtes une serve. Vous êtes la propriété du Seigneur. Gérard, votre mari, est aussi sa propriété. Si le Seigneur, ou son fils, ou son intendant, ou même un de ses chevaliers en garnison, vous désire, qu'est-ce qui va l'arrêter ? La loi ? Quelle loi ? Vous êtes sous couverture, vous vous souvenez ? Vous n'avez aucune existence légale. Vous ne pouvez pas accuser le Seigneur, devant le tribunal du Seigneur. Ce serait comme se plaindre à un client de son propre service client. C'est un non-sens. Votre mari, Gérard, s'il lève la main pour vous défendre, il est un cerf qui attaque un noble. Il pourrait être battu à mort sur place, et personne ne lèverait le petit doigt. Il perdrait sa terre, sa hutte, ses enfants. En s'opposant, il risque l'anéantissement total. La sombre réalité n'était pas un droit, c'était l'impunité. Le droit du Seigneur n'était pas un rituel la nuit de noces. C'était une menace constante, de bas niveau, chaque jour de votre vie. C'est quand vous allez chercher du bois dans la forêt, où vous aviez peur des loups-garous, souvenez-vous ? Les chasseurs du Seigneur sont là. C'est quand vous glanez dans les champs après la moisson. Le jeune fils du Seigneur et ses amis écuyers passent au galop, ivres, et vous voient. Pour eux, vous n'êtes qu'une partie du décor. Moins précieuse qu'un bon cerf, mais peut-être plus intéressante qu'un lapin. Vous apprenez à vous baisser, à ne pas croiser leurs regards, à devenir invisible. Vous pratiquez le tour de disparition de la paysanne médiévale, qui consiste essentiellement à vous transformer en un rocher couleur de boue. Mais d'où vient le mythe ? Il vient de quelque chose de réel, les taxes, toujours les taxes. Voici la petite information insolite. De nombreuses coutumes locales mentionnent une taxe de mariage spéciale, parfois appelée culagium ou marchetta. C'était une amende que le marié devait payer au Seigneur. Les historiens débattent encore de sa signification exacte. Était-ce juste une autre version du fort mariage ? Ou était-ce, comme certains l'ont suggéré, un paiement symbolique ? Certains de ces rituels étaient étranges. Le marié devait peut-être sauter par-dessus le lit conjugal, ou frapper le lit avec un bâton, ou payer un petit sou d'argent. Les conteurs des siècles suivants ont regardé ces rituels et leur ont donné l'interprétation la plus sordide possible. L'argent n'était pas un impôt, c'était un rachat. Le marié payait le Seigneur pour qu'il renonce à son droit de la première nuit. Le mythe est né de la fumée d'une taxe humiliante. Et cela s'applique-t-il à notre « vous, noble, la châtelaine » ? D'une manière différente, oui. Son corps est aussi une propriété politique. Si elle est infidèle, son mari, le duc, peut la répudier. La faire enfermer dans un couvent, nous y reviendrons. Ou pire, si lui est infidèle, et il l'est, probablement avec la servante de la cuisine, c'est juste un mardi. L'impunité est la même, le pouvoir est le même. Le véritable droit du Seigneur n'était donc pas une loi, c'était l'atmosphère que vous respiriez. C'était la connaissance, ancrée dans vos os depuis la naissance, que votre corps n'était pas le vôtre. Il appartenait à votre mari en pratique, au Seigneur en droit, et en fin de compte, à tout homme puissant qui décidait de le prendre. Votre vie de corvée, de naissance, vous vous souvenez de ce calvaire et de soumission silencieuse à Gérard continue pendant des années. Vous avez peut-être d'autres enfants,
Certains survivent, d'autres non. C'est un cycle de labeur et de perte. Et puis, un hiver, le cycle se brise. Ce n'est pas soudain. C'est une toux. La même toux qui a emporté la première femme de Gérard. Elle commence en novembre, après les récoltes humides. En janvier, il crache du sang. En février, il ne peut plus se lever de la paillasse. Vous vous occupez de lui. C'est votre devoir. Vous lui donnez des tisanes d'herbe. Vous le lavez. Vous entretenez le feu. La sage-femme vient, secoue la tête et repart. Il n'y a rien à faire. Une nuit, dans la hutte silencieuse et enfumée, sa respiration s'arrête. C'est fini. Gérard est mort. Votre premier sentiment n'est pas la liberté. Ce n'est même pas le chagrin. Pas vraiment. C'est une panique froide, plus profonde que celle que vous avez ressentie en accouchant. Vous êtes veuve. Pendant un bref instant, la couverture légale qui vous effaçait est levée. Vous n'êtes plus la femme de Gérard. Vous n'appartenez plus à un mari. Aux yeux de la loi, vous êtes redevenue une femme seule. Une femme seule. Vous êtes assise dans le silence, en regardant le feu. Les enfants dorment. La hutte est à vous? Le petit lopin de terre? Le pot de cuisson? Non. Ne soyez pas ridicule. Votre liberté est une illusion qui va durer environ 24 heures. Le fait historique central de votre veuvage est le suivant. Le Seigneur s'en fiche de votre deuil. Il se soucie de sa terre. Gérard était son ouvrier. Cette terre, qui n'était même pas à Gérard, mais louée, a maintenant une seule adulte pour la travailler. Vous pouvez vous occuper du jardin, traire la chèvre, filer la laine, mais pouvez-vous manier la lourde charrue à bœuf? Pouvez-vous labourer le champ au printemps? Non. Le Seigneur a maintenant un lopin de terre en friche, une unité de production qui est en panne. L'intendant, vous vous souvenez de lui, l'homme des taxes, arrive avant même que le corps de Gérard ne soit mis en terre. Il n'est pas là pour présenter ses condoléances, il est là pour les affaires. Il vous regarde, vous, une femme d'à peine 30 ans, mais qui en paraît 50, avec vos enfants qui se cachent derrière votre jupe. Il a une solution. C'est dommage pour Gérard, dit-il. Au fait, Robert, le fils du meunier, cherche une femme et une terre. Vous vous marierez la semaine prochaine. C'est tout. Ce n'est pas une suggestion. C'est un ordre. Votre liberté était une fenêtre d'administration. Votre choix est simple. Épousez cet inconnu, Robert, ou être expulsé. Vous et vos enfants serez chassés de la hutte, de la terre. Vous deviendrez des vagabonds, des mendiants, et mendier est un crime. Vous ne survivrez pas un mois. Alors, vous hochez la tête. Vous redeviendrez femme couverte. Vous passerez d'un maître à un autre. La seule chose qui a changé, c'est le nom de l'homme qui dort à côté de vous, et qui a le droit de vous corriger. Mais qu'en est-il de votre autre vous? La châtelaine? Votre mari, le vieux duc, est parti en tournoi. Il voulait prouver sa virilité. Il l'a fait. Il a pris une lance dans le flanc. Ce n'est pas la blessure qui l'a tué. C'est l'infection qui a suivi. Il meurt dans votre château, dans le grand lit à baldaquin, entouré de prêtres qui chantent et de médecins qui secouent la tête. Il sent la fièvre et la mort. Et puis, il meurt. Le silence dans le château est profond. Les serviteurs marchent sur la pointe des pieds. Vous êtes veuve, et là, tout change. Ce n'est pas la panique. C'est un bouleversement. La couverture est levée. Et ce qui se révèle en dessous, ce n'est pas une paysanne sans défense. C'est la femme la plus riche et la plus puissante de la province. C'est le fait historique le plus important. Votre douaire, vous vous souvenez du contrat de mariage, vient d'être activé. Du jour au lendemain, vous n'êtes plus la femme du duc. Vous êtes la duchesse douairière. Les terres, les châteaux, les villages, les revenus, les taxes qui vous avaient été promis. Ils sont à vous. Vous les contrôlez. Vous les possédez. Vous n'êtes plus l'intérimaire. Vous vous souvenez, la PDG par intérim? Vous êtes la propriétaire. C'est le seul moment dans la vie d'une femme noble où elle peut goûter à une véritable autonomie. Mais les historiens débattent encore de la nature réelle de cette autonomie. Étiez-vous vraiment libre, ou étiez-vous simplement devenu un pion encore plus précieux sur l'échiquier? Votre liberté vous rend dangereuse.
Vous êtes une femme, seule, qui contrôle des terres stratégiques. Votre famille d'origine, votre père, vos frères, veut remettre la main sur vous et votre douaire. Le roi lui-même veut vous remarier à l'un de ses alliés pour que ces terres reviennent sous le contrôle d'un homme loyal. Vous êtes soudainement la célibataire la plus convoitée du royaume. Des chevaliers sans terre, des barons ambitieux, des princes étrangers. Ils veulent tous votre main, ou plutôt votre terre. Et c'est là qu'intervient notre petite information insolite. Vos vêtements. Vous adoptez les habits de veuve. Ce n'est pas seulement une robe noire, c'est une armure sociale. Vous portez un voile lourd, et de manière cruciale, vous adoptez la guimpe. C'est cette pièce de lin blanc qui s'enroule autour de votre cou, de votre menton, et couvre vos cheveux. C'est presque l'habit d'une nonne. Le message est clair. Je suis en deuil. Je suis pieuse. Je ne suis pas disponible. Pour certaines, c'était un signe de chagrin sincère. Pour beaucoup d'autres, c'était une stratégie politique brillante. La guimpe était un bouclier. C'était un moyen de dire au monde « Je ne suis plus sur le marché. Je suis dévoué à Dieu et à la gestion de mes terres. Laissez-moi tranquille. » Votre veuvage est donc une liberté, oui. Mais c'est une liberté précaire, assiégée. Pour Aveline, la serve, c'est une pause de 24 heures, entre deux maîtres. Pour vous, la duchesse, c'est un jeu politique dangereux, où vous devez utiliser la piété comme une arme pour conserver le seul pouvoir que vous aurez jamais vraiment.